Les sondages se suivent et se ressemblent et ont tous un point commun. Jamais un candidat de gauche n'est susceptible d'atteindre le second tour de la présidentielle. Le mieux placé, Jean-Luc Mélenchon, étant autour de 10% selon les sondeurs. Pire, si on additionne les voix de la gauche et de l'extrême gauche, c'est environ 25% du corps électoral qui vote aujourd'hui pour ce côté de l'échiquier politique. Et 25%, c'est loin de faire une majorité. Arnaud Montebourg a d'ailleurs appelé hier dans Libération, je cite, à l'unification des forces de gauche autour d'un candidat commun. Un vœu peut-être pieux si on croit aux gauches irréconciliables décrites par Manuel Valls, d'où notre premier débat. Montebourg appelle à un candidat commun de la gauche assez réaliste. Ça a progressé. Vous êtes désormais 80,6% à dire non. Avec nous, Rémi Lefebvre, politologue et professeur des universités. Bonsoir. Bonsoir. Il y a 25 ans, quand on regarde le sondage, il y avait la gauche plurielle. Aujourd'hui, il y a la gauche plus rien. Vous m'entendez là? Oui, bon oui, très bien. Ok, la situation n'est pas comparable à mon avis. Le système politique est beaucoup plus fragmenté. Je pense que la droitisation du débat public n'a jamais été aussi forte. Je crois beaucoup moins par contre à la droitisation de la société. Je pense que la société est beaucoup moins à droite qu'on ne le croit. Quand on regarde par exemple les enquêtes d'opinion, on voit que les items autour du pouvoir d'achat, des injustices, des inégalités est bien plus élevé, bien plus présent que les thématiques d'immigration, de nation, de sécurité, globalement. Mais je pense aussi que la gauche vit une période de déclin et de décomposition historique. Peut-être que la gauche va disparaître ou s'effacer. C'est possible. Je pense qu'elle est victime de plein de choses. Elle est victime du fait que l'image de la gauche a été très sérieusement abîmée par le mandat de François Hollande. La gauche est victime de corporatisme d'appareil, c'est-à-dire de fait que finalement beaucoup des partis là, qui se présentent aux élections présidentielles ne pensent pas du tout aux élections présidentielles, mais pensent aux élections législatives, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas du tout la gagne, mais ils jouent la survie de leur organisation. Et puis, cette gauche, effectivement, elle est dans une dynamique d'autodestruction. Et effectivement, moi, je suis assez pessimiste. Je vois pas trop comment aujourd'hui, après l'échec des tentatives de primaire, l'échec de la primaire populaire, un sursaut soit possible. Je pense que la question de... Je terminerai là pour l'instant. Je pense que la question de la désunion est un énorme problème, mais c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire que la gauche aussi a un problème idéologique. Elle n'a pas grand-chose à proposer et à raconter. Et effectivement, elle est totalement effacée par la droitisation du débat public aujourd'hui. Philippe Bilger. Quand j'ai appris ce matin que Arnaud Montebourg risquait de jeter l'éponge, j'ai vraiment été triste. Non seulement parce qu'Arnaud Montebourg est un ami, mais parce que je pense qu'il a un talent, une intelligence qui aurait pu apporter beaucoup à la gauche. Je me demande si paradoxalement il n'a pas eu sur beaucoup de plans raison trop tôt et qu'au lieu de le créditer de sa lucidité, on ne l'en a pas blâmé. Alors aujourd'hui, bien sûr, il me fait penser par sa démarche délicieusement pathétique à le personnage qu'évoquait Marcel Proust, les idées succédanées des chagrins. Comme lui-même ne peut plus espérer se présenter seul malgré les attentes qu'il a suscitées, il propose une union de la gauche, mais qui est quasiment inconcevable aujourd'hui. Rémi Lefebvre. Oui. Oui, pour répondre à Philippe Bilger. Écoutez, j'ai lu attentivement cette interview. Je ne sais pas si en fait il s'efface, c'est-à-dire qu'il appelle à une unification de la gauche, donc c'est très incantatoire. Bon, sur le constat, il a évidemment raison, mais j'ai pas l'impression qu'il décide de se retirer de la course. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu paradoxal ce type de déclaration, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il prend acte du fait que il faut qu'il y ait moins de candidats et d'unification des candidats. Il évoque une convergence avec Fabien Roussel, dont il dit qu'il se sent très proche, mais en même temps, il ne définit pas vraiment de méthode. C'est-à-dire comment on pourrait réduire le nombre de candidats aujourd'hui. Bon, on parle beaucoup, on spécule beaucoup sur un désistement d'Anne Hidalgo. Bon, je pense que pour l'instant, il n'est pas encore à l'ordre du jour. Bon, la campagne aussi, faut faire attention, la campagne démarre. Et je pense que la campagne va véritablement commencer en janvier. Si la crise sanitaire, d'ailleurs, permet véritablement d'entrer en campagne, il y a quand même une hypothèque qui est très, très forte là-dessus. Et je pense que la décantation va se produire sans doute en janvier à gauche.
moi, ce que je pense, mais peut-être que je me trompe, l'hypothèse, c'est qu'il va y avoir une primaire par les sondages et qu'à un moment donné, un candidat à gauche va rafler la mise. Alors, est-ce que c'est Jadot qui va siphonner le peu de voix qu'a pour l'instant dans les sondages Anne Hidalgo? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui avait réussi cette prouesse en 2017 de devenir le débouché, le vote utile des électeurs de gauche à partir de fin janvier, si mes souvenirs sont bons, va réussir le même exploit, hein? C'est son calcul, hein. C'est-à-dire que Mélenchon pense qu'il va finir par fédérer la gauche, même si les gens n'aiment plus trop Mélenchon. Françoise Degois. Oui, alors moi, j'ai pas du tout ce pessimisme, pas du tout. Je suis très gramscienne, hein, je veux dire, j'ai le désespoir, mais j'ai la joie et la raison également, parce que je pense que nous vivons, en tant que femme de gauche, nous vivons exactement ce que les Allemands ont vécu après Schröder. Schröder, les Allemands, la gauche allemande a mis 15 ans à se remettre de Schröder, de ses lois travail. Voilà, la gauche, bien sûr, la gauche doit se remettre du quinquennat de François Hollande, que je salue au demeurant, car c'est un ami et j'ai participé à ce quinquennat et j'en étais assez fier. Moi, je fais pas partie des gens qui ont trouvé qu'on avait fait tout nul. J'étais au gouvernement et je trouve qu'on n'a pas fait que des choses nulles. Après, je crois à la dynamique d'une campagne. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez très bien fait, Rémi Lefebvre, de le rappeler. Jean-Luc Mélenchon, en janvier-février, règle la question en étant le leader naturel qui s'impose. Et on voit que, au fur et à mesure où Benoît Hamon s'enferme dans des batailles d'appareils, de législatives pour savoir qui aura les circonscriptions ou pas, il commence à fondre. Parce que je rappelle que Benoît Hamon, il est à 18% hein, quand il est désigné. Oui. C'est énorme. Hein. Et il finit au tiers. Et il finit à 5%. Voilà. 6. Alors, est-ce qu'il y a ça? Après, moi, je redis encore une fois que tout est une question de personne. La gauche a toujours eu un problème avec la présidentialisation. Mais la réalité, c'est que le bon casting n'est pas là. C'est une question de casting. C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui apparaît et qui met tout le monde d'accord. Ça a été le cas de François Mitterrand. Ça a été aussi le cas de François Hollande en 2012. De Jospin en 97. Oui et non, parce que Jospin, ah oui, en 97, mais c'était pas pareil, c'était une cohabitation. Donc il n'est pas candidat à la présidentielle. Mais il faisait au PS. Oui, mais d'ailleurs il échoue en 2012. Il n'y avait plus personne. Il échoue sur sa personnalité. Non, 97, non. Il n'y a que lui parce que si, non, quand même. Mais pas du tout. Il est finaliste de la présidentielle en 95, Jospin. C'est pour ça, il est le leader naturel. Enfin, il n'y a plus qu'Emmanueli. Il est candidat contre Emmanueli à la primaire fermée. C'est pas le problème. Qu'est-ce que vous racontez? En 95, Jospin est finaliste de la présidentielle. Il est évidemment le leader naturel en 97. Donc c'est pas ça le sujet. Oui, non, c'était avant. Je veux dire, en 95, ça se joue en 95. Je pense vraiment que rien n'est perdu absolument pour la gauche. Rémi Lefebvre, après... Peut-être pas pour cette élection, mais rien n'est perdu. La gauche va se construire. Il est inimaginable de penser qu'elle va disparaître. Ça, c'est une hérésie. Rémi Lefebvre et après Christophe Madrol. Non, je pense pas. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas du tout que la gauche puisse disparaître, évidemment. Évidemment, c'est un courant, un mouvement philosophique très et profond. Historique. Et je crois à la régénération du clivage gauche-droite, qui est beaucoup moins affaibli qu'on ne le croit, effectivement. Mais là, je trouve que la situation, j'ai rarement vu, ça fait 25 ans que j'observe la vie politique, j'ai rarement vu une situation aussi dramatique pour la gauche. Elle est dramatique à plein d'égards. La gauche a perdu la bataille culturelle. Notre société très fractionnée, individualiste, est très difficile à politiser aujourd'hui. La droitisation du débat public est structurelle. Bon, il y a plein de points d'appui dans la gauche. Moi, je crois par exemple que les luttes pour les minorités, si elles sont couplées avec une vraie politique de gauche, la gauche doit être féministe, elle doit être anti-discrimination, elle doit être redistributrice, et donc il y a des ferments sur lequel la gauche peut s'appuyer. Moi, je crois, et je terminerai là-dessus, je pense que la gauche ne peut se renaître que s'il y a une recomposition partisane en profondeur. Il y a trop de partis, il y a trop d'intérêts de partis, et il faut donc que la gauche explose et se recompose sur le plan partisan. Christophe Madrol. Moi, je pense que, pour une fois, je suis en désaccord avec François. Je pense que la gauche n'existe plus, parce que la gauche, les leaders de gauche ne s'entendent sur rien. Quel est le programme de la gauche sur l'Europe aujourd'hui? Il y a, entre Yannick Jadot, Hidalgo et Mélenchon, ils ne sont d'accord sur strictement rien. Nous l'avons vu, il y a eu une rencontre il y a 2 mois de l'ensemble de la gauche. Qu'est-ce qu'on est sorti? Sur les questions d'Europe, rien. Sur les questions de politique sanitaire, rien. Sur les questions de politique sécuritaire, rien. La question de la gauche aujourd'hui politique, elle n'existe plus. Par contre, là où je suis en désaccord avec vous, monsieur le politologue, c'est que moi je vois Rémi, je vois sur le terrain des centaines d'associations
qui travaille autour des questions de l'environnement, des questions du féminisme, des questions de la défense des LGBT, des homosexuels, qui seraient censément un électorat pour la gauche, mais qui sont écœurés qu'il n'y ait pas un leader unique à gauche qui ne se retrouve plus. Donc ils n'iront pas voter. Aujourd'hui, l'abstention, si on regarde toutes les études, l'abstention majoritaire est à gauche et n'est pas à droite. Oui, enfin, tout ça, c'est des billevesées. Évidemment que je suis d'accord avec Rémi Lefebvre sur le fait que les grands thèmes, on n'a pas perdu du tout la bataille culturelle. Les grands thèmes sont les thèmes de gauche, y compris l'environnement, vous avez oublié, mais ce thème-là qui fascine les 18-30 ans, c'est l'environnement. Oui. Et ça, c'est fondamental. La gauche sociale, évidemment, est là. Elle doit retrouver son lien avec les classes populaires. Elle va retrouver son lien avec les combats sociétaux. Ça, moi, j'en suis absolument persuadé. C'est une question d'incarnation. Rémi Lefebvre, pour répondre à Christophe Madrol et à Françoise Degois, et on part au 0826 300 300. Moi, je crois que la gauche n'est pas si divisée que ça. C'est-à-dire que c'est pas vrai. La gauche, elle était beaucoup plus divisée dans les années 70 entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Ça n'a pas empêché la gauche de gagner. Le Parti socialiste, il était très divisé entre Gérard Filoche et Manuel Valls. François Hollande a gagné en 2012. Sur l'Europe, par exemple, la gauche est beaucoup moins divisée aujourd'hui qu'en 2017. L'environnement est une préoccupation commune. Moi, je pense que c'est un problème effectivement d'incarnation, d'offres politiques, mais qu'aujourd'hui, tout n'est pas perdu, ça c'est sûr. Alors évidemment, je suis d'accord, aujourd'hui tous les mouvements là, qui régénèrent la gauche, qui sont pas toujours très à gauche, les gilets jaunes c'était aussi quelque chose qui comportait des vertus et des potentialités de gauche. Effectivement, tous ces mouvements ne s'identifient pas à la gauche. Mais pour moi, la crise de la gauche, c'est une crise d'offres, pas d'offres politiques, d'offres partisanes, pas une crise de demande de la société. On part au 0826 300 300 direction la Seine-Saint-Denis. Bonsoir Renaud. Bonsoir Philippe David et bonsoir à votre formidable équipe et je salue bien évidemment l'indispensable Françoise Degois son fan club. Voilà, alors, je salue également Alexis Poulain également. Qui est dans le grand matin avec. Il n'est pas là aujourd'hui, mais bon. Pour son intelligence. Je crois qu'il était avec Valérie Expert ce matin, il me semble. Ou c'était hier. On est un peu perdu dans les dates. Il est souvent en matinée avec Valérie Expert, exactement. Et également avec Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Alors, est-ce que pour vous, c'est réaliste l'appel de Montebourg à une candidature unique de gauche? Je dirais difficile, mais pas infaisable. Et comment? C'est difficile, mais pas infaisable, parce que Arnaud Montebourg s'inscrit dans la gauche qui peut intéresser les classes populaires. Je veux dire par là qu'Arnaud Montebourg est quelqu'un qui a pris à bras-le-corps les questions sociales, les injustices sociales. Il a fait comme un travail remarquable depuis de nombreuses années. Moi, je pense à son bouquin sur la démondélisation, etc. Et puis, il y a plein de choses intéressantes. Et je pense que Montebourg pourrait tout à fait travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon est crédité malheureusement pour lui de 9 à 10% d'attention de vote. Il faut savoir qu'en 2017, je m'en souviens, en 2016 également, il était à peu près à ce niveau-là. Mais il a fini à 18. Ensuite, très belle surprise, 19,6% au premier tour de l'élection présidentielle. C'était tellement serré au dernier moment qu'on avait un quartet, on ne savait pas dans quel ordre il était. Et ça s'est joué à 400 000 voix près. Jean-Luc Mélenchon aurait très bien pu être présent au second tour. Et gagner, il faut être objectif, qu'on soit de gauche ou pas de droite, peu importe. Il faut reconnaître objectivement que Jean-Luc Mélenchon avait fait une formidable campagne. Renaud, vous avez dit une chose intéressante et on va faire répondre Rémi Lefebvre. Pour vous, Montebourg, cet appel, finalement, c'est lui le plus petit multiple commun d'entre Hidalgo, Mélenchon, Jadot et lui. Ça pourrait être lui l'homme? Non, il est pour le nucléaire, ce qui n'est pas Jadot. Je pose la question à Renaud. C'est pour vous? Vous pensez que finalement, il prêche pour sa paroisse? Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs gauches. Alors je suis d'accord avec votre intervenant qui dit qu'effectivement il y a une question d'incarnation, mais au-delà de l'incarnation, il y a une question de gauche au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon sont plutôt peut-être sur une gauche assez républicaine. J'oublie pas également votre petit camarade qui officie assez souvent sur Sud Radio de temps en temps, c'est Georges Kuzmanovic, qu'on n'invite jamais. Georges Kuzmanovic, c'est vraiment la gauche républicaine qui s'intéresse aux questions sociales, chez Valérie Expert, qui s'intéresse à ces problématiques-là, qui combat l'Europe ultralibérale dans laquelle on vit depuis 30 ans. Il est évident que je dirais que Kuzmanovic sera un petit peu, même si d'ailleurs il a été à une époque à la France Insoumise,
On aurait Alors- d'un côté cette vision-là avec Kuzmanovic, Mélenchon et Montebourg, qui Alors, pourraient éventuellement Renaud- travailler ensemble. Par contre, je pense qu'Anne Hidalgo, elle est sur une logique beaucoup trop ultra-libérale. Alors, Renaud, on va donc faire là, évidemment, réagir. C'est là où ça risque de pêcher. Renaud. Parce que le problème, c'est que Anne Hidalgo, Renaud, s'il vous plaît. n'est pas capable De fédérer. de récupérer les voix des classes Alors, populaires. Renaud, merci beaucoup de votre témoignage. Avant de faire répondre Rémi Lefebvre, Philippe Bilger voulait ajouter un mot et comme il dit qu'Arnaud Montebourg est un ami, ça va être intéressant. Non, Vous mais êtes d'accord avec Renaud Pardon Philippe, mais je voudrais revenir sur le débat un peu particulier tout à l'heure qui a opposé Françoise à Rémi Lefebvre. J'ai l'impression, mais sans doute ai-je tort, n'étant pas un spécialiste de la gauche, que le sentiment qu'elle a disparu vient peut-être du fait que bizarrement, la conception unitaire de la gauche a disparu certes, mais qu'elle s'est instillée, elle s'est dissipée dans 1000 principautés qui représentent chacune d'elles un fragment de la gauche telle qu'on la conçoit. J'ai pas l'impression qu'elle a disparu, mais qu'elle s'est multipliée, mais de manière un peu plus réduite. Renaud, qu'est-ce que vous voulez, justement pas Renaud, Rémi Lefebvre, qu'est-ce que vous voulez répondre à Renaud de Seine-Saint-Denis et à Philippe Bilger? Écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y a plein de convergences. Arnaud Montebourg, comment il se situe par rapport aux autres candidats? Il reproche à la France Insoumise et donc à Jean-Luc Mélenchon son communautarisme et donc le thème de la créolisation, parce que lui-même essaie d'être beaucoup plus régalien et j'allais dire classique et républicain sur la question de l'immigration. Mais pour moi, le positionnement économique de Mélenchon et de Montebourg sont assez proches. Au-delà de ces divergences. Et donc, par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup écologisé son discours, c'est l'écosocialisme. Il est très proche d'une large partie de la France insoumise. Donc moi, honnêtement, je pense qu'il y a effectivement des convergences qui sont possibles. Et je le répète, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tout plein de petits partis qui ont aussi beaucoup d'élus, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Il y a une logique organisationnelle. Ces partis veulent avoir des candidats aux élections législatives, parce que derrière les élections législatives, il y a la dotation publique. Et il faut bien voir que tous ces partis ne jouent pas la gagne. C'est-à-dire qu'ils enjambent le scrutin, ils sont déjà dans le scrutin d'après. À LFI, ce qui se joue, c'est notamment la succession de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il y a des cas d'LFI qui pensent que c'est perdu. Il faudrait... Donc, bien c'est sûr. les forces de gauche elles-mêmes qui sont pessimistes. Oui, mais c'est très classique, c'est la vie des partis. Donc moi je vois pas du tout. Ça, c'est pas un fait politique. Le fait politique, c'est l'incarnation. Ça va être qui va incarner. Pour le moment, est-ce que Mélenchon est capable ou pas d'incarner? Parce que c'est le seul aujourd'hui qui a la seule dynamique, c'est lui. Voilà. Point. C'est pas Jadot qui arrive pas à se défaire. Il est empêtré dans ses contradictions. Ce soir, la fois la plus importante, Anne Hidalgo vient de s'inviter au journal de 20h de TF1. Ça vient de tomber en urgent à l'AFP. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est pour un retrait ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, on me dit, moi, que Montebourg, en aucun cas, et je rejoins Rémi Lefebvre, n'annoncera son retrait. Pas du tout. Il doit s'exprimer dans quelques temps. Il n'en est pas là. Et Anne Hidalgo vient d'annoncer sa participation exceptionnelle au journal de 20h. On va voir ce que c'est. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup Rémi Lefebvre, politologue et professeur des universités. Verdict sur Twitter. Montebourg appelle à un candidat commun de la gauche. Est-ce réaliste? Vous êtes 80,5% à dire non. La chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous dirait les vraies voix? Ah oui, c'est tout de bien sûr. suite.